Ah, Mulan. On sait tous comment elle écrasa les adversaires de la Chine, elle qui partit à la place de son père blessé et qui dissimula sa féminité dans la guerre des hommes. Mais imaginons qu'elle naisse aujourd'hui, en France, et que ce qu'elle veuille, ce n'est pas une aventure militaire, mais une émancipation économique. Il n'y a pas de tribus nomades à repousser, pas d'honneur des ancêtres à préserver, il n'y a pas de combat par les armes, et pourtant perdure une séparation des sexes. D'abord, le travail des femmes est socialement moins reconnu que celui des hommes. Quand Mulan écrit à l'encre de Chine, quand elle cherche un mari, quand elle nourrit les poules, et plus largement quand elle fait les travaux domestiques, elle ne vend rien, ne négocie rien. Il n'y a pas de contrat de travail, pas de contrat de vente, pas de contrat d'échange. Bref, toute la valeur ajoutée qu'elle produit est invisible. Elle n'est pas mesurée dans le calcul du produit intérieur brut. Les femmes, parce que leur travail est informel, ont donc une activité dans la vie de tous les jours qui est mal estimée. Même quand elles ont un emploi marchand, les femmes souffrent d'une inégalité réelle. Alors je vais vous donner des chiffres qui datent de 2014, qui ont été récoltés par l'INSEE. Au même poste, et avec les mêmes qualifications, avec les mêmes diplômes, les femmes gagnent en moyenne 8% de moins que les hommes. Ce chiffre est fondamental parce que c'est vraiment au même niveau, même poste, même diplôme, au point que les statisticiens l'appellent l'écart de salaire inexpliqué. Alors on a quand même quelques pistes d'explication, essentiellement deux. L'explication par la ségrégation et l'explication par la négociation. L'effet de ségrégation, c'est le fait que les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes entreprises. Même s'ils ont les mêmes diplômes et les mêmes postes, c'est pas dans la même entreprise. Or, les hommes sont globalement dans des entreprises qui les rémunèrent mieux. On explique environ 10% de l'écart salarial par cet effet de ségrégation-là. L'effet de négociation correspond quant à lui aux inégalités internes à l'entreprise. Ça peut être le fait que les entreprises distribuent moins de primes aux femmes, que les femmes gagnent moins de primes, ou qu'elles aient plus de mal à négocier pour augmenter leur salaire, ou à l'inverse, que l'employeur ait des préjugés sur elle-même. C'est un peu également au fond une catégorie assez inexpliquée, qui d'ailleurs s'applique surtout aux cadres. C'est surtout chez les femmes cadres qu'on remarque cet effet de négociation-là. Écoute bien, si tu veux rester, il faut que tu bosses. Donc ça, c'était l'explication de cet écart inexpliqué fondamental de 8%, même poste, même diplôme. Mais cet écart-là de revenus est encore plus grand quand on prend du recul et qu'on se rend compte que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes diplômes et ne travaillent pas aux mêmes endroits. Dans ces cas-là, on arrive au chiffre de 14% dans le secteur privé. Quand on regarde, quels que soient les métiers, les femmes gagnent en moyenne 14% de moins que les hommes. Et ça s'explique tout simplement par le fait que les femmes sont dans des professions moins rémunératrices. Elles sont plus souvent dans les milieux artistiques, dans les milieux sociaux. Or, les milieux sociaux qui sont en rapport avec les personnes, globalement, rapportent moins que les milieux industriels, où il s'agit de vendre des choses. Mes enfants n'ont jamais causé de tels problèmes. Ils sont tous devenus acupuncteurs. Mais on ne peut pas devenir tous acupuncteurs. Il reste un dernier élément à prendre en compte. Si on prend encore plus de recul et qu'on regarde la différence de volume horaire travaillé, on se rend compte que les femmes, beaucoup plus que les hommes, travaillent à temps partiel. Et donc si on regarde le salaire moyen global, qui n'est donc plus un salaire horaire, mais un salaire moyen sur l'ensemble de l'année, on se rend compte que les femmes gagnent en moyenne 24% de moins que les hommes. Dans ce contexte, si Mulan voulait monter son entreprise ou gagner le plus d'argent possible, elle aurait intérêt à se déguiser en homme. Excusez-moi, où est-ce que je dois signer? En montant cette vidéo, il m'est venu une question à l'esprit. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est surtout l'écart de 8% qui est problématique, qui est révélateur? Ou alors, est-ce que d'après vous, il faudrait aussi viser une égalité pour le temps de travail et pour le type de métier choisi entre les hommes et les femmes? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs, je pars du principe qu'il faut viser l'égalité au moins pour les 8%, mais après tout, ça aussi, ça peut se contester. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Cependant, il existe une critique que je dois mentionner qui dit que, après tout, c'est pas si grave si les femmes gagnent moins que les hommes. Au contraire, ça les aiderait. Si les femmes gagnent moins, alors les chefs d'entreprise ont intérêt à les embaucher en priorité. Moi, je suis chef d'entreprise, admettons. C'est qui le patron? C'est moi. Et j'ai envie d'avoir les salariés les plus compétents possibles, au coût le plus bas possible. Et donc si je me rends compte qu'une femme est aussi compétente, aussi productive qu'un homme, mais qu'elle me coûterait moins parce qu'elle demande un salaire plus faible, eh ben j'ai intérêt à embaucher la femme et pas à embaucher l'homme. Donc le revenu plus réduit des femmes serait une facilité plus grande pour sortir du chômage, pour trouver un emploi et ultimement pour avoir un salaire supérieur. D'après cette logique,
Si Mulan veut sortir du chômage et gagner le plus d'argent possible, elle aurait intérêt à accepter d'abord un revenu plus réduit, en assumant sa féminité, en l'assumant pleinement, et ensuite gravir les échelons au sein de l'entreprise, en étant toujours privilégiée par rapport à ses collègues masculins, puisque pour un niveau de productivité identique, elle coûterait moins cher. Cependant, cette démonstration ne marche pas à mon sens. Elle est trop fondée sur l'hypothèse d'efficience du marché du travail. Le vice de cette logique, c'est qu'elle part du principe que l'employeur évalue avec exactitude la compétence et la productivité de ceux qu'il compte recruter. Alors que le fond de la question, c'est que justement, les femmes sont sous-évaluées, que leur productivité est sous-évaluée et que donc leur salaire est sous-évalué. Le fond de la question, c'est que les femmes, parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles peuvent tomber enceintes, parce qu'elles ont des règles et qu'il y a des préjugés dessus, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur leur rapport au travail par les employeurs, sont perçues comme moins productives, quand bien même elles auraient les mêmes diplômes. C'est cette perception-là et ce rapport de force-là qui cause le niveau moins élevé de leur salaire, ce qui ne les aide absolument pas à trouver un emploi. Moi qu'elle soit grosse ou qu'elle soit fine, je suis pas misogyne. Du moment Quel travail à l'usine. Le fond de la question salariale se situe donc en réalité dans la perception de la productivité des femmes. Et il est difficile de trouver des critères objectifs permettant d'évaluer cette productivité-là. Des travaux psychologiques à la recherche de types de personnalités, et dont Jordan Peterson est un des adeptes les plus connus, ont voulu trouver ce genre de critères objectifs, qui permettraient de rendre l'écart salarial plus complexe et donc moins injuste. There's a personality trait known as agreeableness. Agreeable people are compassionate and polite. And agreeable people get paid less than less agreeable people for the same job. Women are more agreeable than men. Cette agréabilité, cette plus faible agressivité, expliquerait leur plus faible revenu parce que les femmes, dans un rapport de négociation, seraient moins agressives, auraient peur d'entrer dans le conflit et donc, par rapport aux hommes, exigeraient moins d'augmentation salariale. So you were saying that by and large, women are too agreeable to get the pay rises they deserve. No, I'm saying that that's one component of a multivariate equation that predicts salary. It accounts for maybe 5% of the variance, something like that. So surely you the need about answer- you need about another 18 factors, one of which is gender. And there is prejudice, there's no doubt about that, but it accounts for a much smaller proportion of the variance in the pay gap than the radical feminists claim. Je vous conseille de regarder le débat en entier. Il dure une demi-heure, il est sur internet, il est vraiment d'un très bon niveau intellectuel. Mais maintenant, on va rentrer dans les détails, notamment les détails de ces extraits-là, et on va voir si ce que dit Jordan Peterson est vraiment intellectuellement infaillible. Cette approche psychologique, il faut quand même le dire, a du mérite. D'abord parce qu'elle va au-delà des banalités habituelles, et ensuite parce qu'elle étudie sans autocensure la différenciation sexuelle dans le monde du travail. Mais je crois qu'elle a deux faiblesses essentielles. D'abord, c'est un peu une fatalité avec ce type d'études, elle suppose des simplifications pour agréger des données à grande échelle. C'est pas toujours vrai que les femmes sont plus agréables que les hommes, et réciproquement, c'est pas toujours vrai que les hommes sont moins agréables que les femmes. Vous savez ce que c'est quand il vous vient ces pulsions viriles et qu'on a besoin de faire n'importe quoi. Il y a évidemment énormément de différences individuelles, qui vont au-delà de la différence des sexes, mais pour faire une étude de cet ordre-là, une analyse à grande échelle, une analyse empirique, il faut simplifier la réalité. Pour ça, c'était la première critique qui en fait n'est pas très importante, parce qu'elle peut s'appliquer à énormément d'études, il faut parfois simplifier. Mais il y a une deuxième critique, plus fondamentale, et qui d'ailleurs est une critique personnelle. Cette approche psychologique parle de différences objectives entre les sexes, et semble en faire l'explication de l'écart salarial. Women are more agreeable than men. Alors que ce n'est pas ça le point essentiel. Le point essentiel, c'est la différence subjectivement perçue par l'employeur. Et ça n'a strictement rien à voir. Il semble y avoir une confusion entre la réalité de la différence entre les sexes, qui est en fait très dure à dégager clairement, avec l'observation de l'employeur, qui peut être empreinte de préjugés. Peut-être que telle femme n'est pas plus agréable que tel homme, simplement l'employeur a l'impression qu'elle est plus agréable, parce que lui-même se sent plus en conflit avec les hommes, il se sent plus en opposition avec ceux qui sont du même sexe que lui, un sentiment de rivalité plus fort, et donc il remarquera peut-être plus facilement la combativité d'un homme que celle d'une femme, qu'il mettra de côté, et donc qu'il paiera peut-être moins. J'en viens un peu sur ce passage de peur de ne pas avoir été assez clair. Je dis pas qu'il n'y a pas de différence homme-femme dans le rapport au travail. D'ailleurs, très probablement il y en a une. Ce que je dis,
c'est qu'il est très difficile de distinguer ce qui vient d'une différence réelle et ce qui vient de nos préjugés. Et c'est pour ça que je trouve les travaux de Peterson insuffisants. Il fait passer ces résultats pour des faits objectifs, alors que la psychologie individuelle est intimement liée au rapport subjectif entre personnes, par exemple le rapport entre une salariée et son patron. On pourrait d'ailleurs aller encore plus loin dans la critique et dire que c'est carrément faux de dire que les femmes sont plus agréables que les hommes, comme ça, de façon indépendante. On est agréable par rapport à quelque chose, c'est pas un fait objectif ou absolu, c'est une mesure relative à une situation précise. Et donc déduire de tests de personnalité que les femmes seraient globalement plus agréables, et que donc en toute logique, elles sont payées moins, c'est un peu court. Si elles se pensent globalement plus agréables, c'est peut-être aussi qu'on leur renvoie cette image, qu'on veut leur appliquer cette image, ou qu'elles se sentent obligées de la tenir, de l'affirmer, en bref, en creusant ce critère, celui de l'agréabilité, j'ai du mal à voir en quoi il échappe véritablement aux préjugés sur les sexes. Cette approche psychologique de subdivision en types met donc dans le même sac la différence objective entre les sexes avec la différence subjectivement perçue par l'employeur qui est empreinte de préjugés. Et c'est justement pour éviter ces préjugés-là que Mulan choisit de se déguiser en homme. Mais Mulan ne va pas rentrer dans une entreprise, elle a beaucoup plus d'ambition que ça. Mulan va la créer elle-même, c'est une entrepreneuse. Et nous verrons ça dans la prochaine vidéo, le 11 du mois prochain, que vous ne devrez pas rater, parce qu'on a un compte à régler. Un simple grain de riz peut faire pencher la balance. Un seul homme peut faire la différence entre victoire et défaite.